Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct pour la grande édition sur Bismart TV, émission que vous retrouvez évidemment chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le cas Kering Gucci qui fait à nouveau parler de lui avec un warning surprise du groupe de luxe français hier soir sur les ventes du premier trimestre qui seront fortement affectées par le manque de reprise de consommation en Chine et notamment pour les produits Gucci. Il y a bien sûr du Gucci spécifique dans ce warning de Kering aujourd'hui qui annonce que les ventes de sa marque vedette seront sans doute en baisse autour de 20% pour ce premier trimestre 2024. La totalité des ventes du groupe sera affectée également avec une baisse estimée autour de 10%. Le warning de Kering évidemment se retrouve sur le plan boursier avec une baisse jusqu'à 15% du titre aujourd'hui qui a quand même un peu plombé le CAC 40, même si on notera que le CAC peut sous-performer sur la séance, mais de manière assez légère, en baisse simplement de 0,5%. Le reste du secteur du luxe a été affecté, mais dans une moindre mesure. C'est à peine tangible pour le titre Hermès. On voit LVMH qui résiste plutôt bien au warning de Kering. D'autres actions de groupes de luxe en Europe ou ailleurs dans le monde ont pu être affectées un peu plus lourdement. Le titre Prada, par exemple, à Hong Kong, a pu baisser de plus de 10% aujourd'hui dans le sillage de cet avertissement lancé par Kering hier soir. Ce sera le sujet à la une et d'une certaine manière, Kering vole un peu la vedette à Jérôme Powell qui s'exprimera lui tout à l'heure ce soir. Le marché est dans l'attente évidemment des nouvelles projections économiques et des nouvelles projections en matière de taux d'intérêt de la part des banquiers centraux américains. Est-ce que Jérôme Powell pourra affirmer qu'il a gagné en confiance depuis le dernier FOMC sur l'idée que l'inflation reviendra dans un délai raisonnable à la cible des 2%. Ça n'est pas évident. 2023 a été l'histoire de surprises à la baisse sur l'inflation. Les premières marques d'inflation aux États-Unis pour 2024 sont plutôt l'histoire inverse avec plutôt des surprises à la hausse sur les derniers prints d'inflation aux États-Unis. Discussion à suivre bien sûr avec nos invités de Planète Marché. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique au milieu de cette semaine dédiée à l'éducation financière, nous intéresserons aux inégalités patrimoniales. Il y a de multiples sources d'inégalités entre les hommes et les femmes sur le plan des revenus, sur le plan des salaires. Les hommes détiennent plus d'épargne que les femmes. La question qu'on se posera, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'épargne détenue par les hommes est mieux gérée ou plus performante en tout cas que l'épargne détenue par les femmes. C'est Anne-Laure Frischlander-Jacobson qui viendra nous en parler. Elle est aujourd'hui consultante indépendante après 25 ans de carrière dans l'industrie de l'asset management. Et d'abord, les infos clés du jour sur les marchés avec un CAC 40 effectivement un peu en retrait au terme de cette séance. Les infos clés avec Sybille Aoudjan. Le CAC 40 évolue dans le rouge avant les annonces de la Fed. Dans cette attente, le CAC 40 baisse d'environ 0,5% au cours de la séance et pâtit de la chute du titre de Kering qui a baissé jusqu'à 15% au cours de la journée. Le groupe de luxe a annoncé hier soir, après la clôture de la bourse, que son chiffre d'affaires allait reculer de 10% au premier trimestre. Cela s'explique par une baisse de 20% des ventes des produits de la marque Gucci, alors que la zone Asie-Pacifique n'a pas été aussi dynamique que prévu. Gucci représente la moitié du chiffre d'affaires du groupe Kering. Le groupe essaie pourtant de reconquérir sa clientèle. Depuis janvier 2023, la marque possède un nouveau directeur artistique, Sabato De Sarno. Le groupe se veut positif dans un communiqué et précise que la nouvelle collection, dont le déploiement devrait progressivement s'accélérer au cours des prochains mois, reçoit un très bon accueil. La chute de Kering entraîne une baisse des valeurs du luxe. LVMH baissait de 3% en début de journée, Richemont cotait en baisse de 2% à Zurich et Kering publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre le 23 avril après la clôture. Alors que le luxe souffre, l'acteur chinois du commerce en ligne PDD, propriétaire de l'application Temu, a quasiment doublé son bénéfice net en 2023. Celui-ci a bondi de 90% sur un an à 60 milliards de yuan, 7,6 milliards d'euros, comme l'indique le groupe dans un communiqué. L'action était signalée en forte hausse à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. Du côté des indicateurs, au Royaume-Uni, les prix à la consommation progressent de 0,6% en février par rapport à janvier. C'est un peu moins que prévu. En rythme annuel,
mensuel, l'inflation ressort à 3,4% contre 3,5% attendu. Demain sont à attendre les premières enquêtes PMI du mois de mars, notamment pour les États-Unis, la zone euro, le Royaume-Uni et la France, ainsi que la décision de la politique monétaire de la Banque suisse et de la Banque d'Angleterre. Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché en ouverture de Smart Bourse sur Bismart avec Sybille Aoudjan. Trois invités avec nous chaque soir en plateau pour décrypter les mouvements de la planète marché. Vincent Juvin nous accompagne ce soir, stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Mabrouk Chetouane d'être à nos côtés également. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Vous êtes responsable de la stratégie marché globaux chez Natixis IM et Alexandre Baradez en notre compagnie également. Bonsoir Alexandre. Ravi de vous retrouver. Vous êtes chef analyste chez IG. Les mouvements de marché du jour. Le mouvement de marché du jour, c'est la chute de Kering après le warning sur les ventes du premier trimestre qui a été communiqué hier soir. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation ? Je regardais que techniquement, le titre Kering est allé combler le gap du 26 janvier, c'est ça, Alexandre, qui était déjà ce qu'on a appelé le gap LVMH. C'était le jour où LVMH avait publié des résultats stratosphériques pour l'année 2023 et le titre LVMH avait bondi, laissé un gap en tout cas pour l'ensemble du marché et particulièrement pour ses valeurs du luxe. Oui, c'est vrai que les gaps, c'est toujours des repères pour les chartistes, mais c'est vrai que les gaps haussiers peuvent devenir pour les algos, des forces de rappel à un moment donné sur une actualité un peu chargée, mais souvent les gros gaps haussiers sur indice, si c'est pas vraiment des gaps de rupture par exemple, ou si c'est des gaps de rupture ou des gaps de forte accélération, de très nombreux n'ont jamais été revus, ne le seront jamais. Donc c'est toujours assez dangereux de se dire il y a un gap 10% plus bas sur un indice par exemple, sur une grosse valeur, et dire je vais le chercher. Mais la preuve en est par contre qu'une valeur qui est faible en Kering, et on voit bien cet échelonnage des valeurs du luxe en fait. Il y a Hermès, c'est le luxe presque inaccessible, qui casse résistance sur résistance avec des allures graphiques qui sont celles d'une tech américaine, on pourrait presque dire du Nvidia, pas loin, mais c'est d'une verticalité assez redoutable, cher, qui reste cher et qui retrace très très peu, qui consolide simplement, qui réaccélère. Il y a eu LVMH, le luxe accessible mais qui est très bien positionné, qui performe très très bien, et puis Kering qui cherche son positionnement, qui attend aussi peut-être les nouveautés. Il y a eu des remplacements au sein de Kering ou autre, donc qui attend des nouveautés achetables par les consommateurs. On parle de luxe aspirationnel pour Kering et Gucci notamment. Alors vous avez fait des remarques tout à l'heure intéressantes parce que il y a plusieurs constats. Effectivement, pour le luxe, on voit qu'on s'est positionné entre Hermès et Kering et LVMH, mais après sur le poids dans l'indice, la pondération n'a pas trop bougé, mais on remarque quand même que le rallye du CAC 40 sur ces derniers mois, c'est fait sur plusieurs piliers. C'est ça qui est intéressant. À une époque, c'était le luxe, et on n'aurait que le luxe. Et si ce pilier ne tenait pas, on sait que le CAC n'irait pas. Sans le luxe, pas de salut. Voilà. Et ces derniers mois, on regarde la performance year to date, par exemple, et les contributeurs sont assez nombreux. Tourisme et loisirs, par exemple, automobile également, la tech aussi, et le luxe. Donc, c'est quand même très diversifié, et les secteurs qu'il y a depuis le début de l'année performent bien mieux que le luxe. Typiquement, tourisme et loisirs, typiquement l'automobile, et la tech également. Finalement, le luxe dans les secteurs européens, c'est à peu près le 4e, je crois, c'est le secteur personal and household, etc. Donc, c'est consommation discrétionnaire, c'est pas le plus gros performeur. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré des faiblesses aujourd'hui qui touchent tout le luxe, parce que Kering est mal en place, il y a un gap baissier sur le CAC, mais on n'a pas cette impression qu'il y a une fragilité structurelle du CAC 40 qui pourrait lui faire perdre 15 ou 20% de plus, parce que d'autres secteurs, et notamment le secteur de la consommation discrétionnaire, on regarde les performances des groupes, mais on regarde aussi du côté de la Chine, je pense. C'est ça qui fait que beaucoup de secteurs, tourisme, auto ou autres, se sont pas mal repris ces derniers temps, les secteurs un peu industriels, parce qu'on voit qu'en Chine, les signaux ne sont pas bons pour autant, mais on a des chiffres de balance commerciale, par exemple, récemment, excédent commercial record. Au même moment, un peu effet miroir, l'Allemagne, balance commerciale également, excédent commercial record. Alors qu'on avait oublié ces notions pour nous, on était resté à l'Allemagne, fin des excédents. Voilà, des excédents. Et on se rend compte finalement qu'en quelques mois, c'est reparti, ça repart. Ouais. Et surtout, ce qui est intéressant pour la Chine, c'est que les importations étaient assez dynamiques sur les dernières publications, exportation et importation. Donc on se dit, l'accident de Kering en Chine, il est peut-être propre à Kering. Et finalement, si les données sur la conso chinoise tendrait à s'améliorer. C'est des données très court terme qu'on a. C'est pas pour l'instant très tendanciel, mais si ça va. C'est pas ce qui s'est le plus amélioré dans les stats chinoises, la conso. Non, mais disons que ce qui vraiment effrayé au départ et depuis plusieurs années, c'est tout ce qui est immobilier. On voit que sur la dette immobilière à haut rendement, par exemple, ça finit de se dégrader. Donc, ça ne veut pas dire que ça réaccélère, mais ça finit de se dégrader. Les PMI d'activité manufacturiers, on voit bien qu'ils ont bottomé depuis un petit bout de temps, et selon les mesures officielles ou Kexin, on est un peu dessus, un peu tout de 50, mais c'est plus en train de piquer du nez. Et on voit que les données balance commerciale et dynamique, même de mobilité des Chinois sur les dernières vacances, on a
pas eu de tel niveau de mobilité, avion, train, etc., que depuis avant Covid. Donc ça, c'est ça, je pense, qui fait aussi que le CAC, le DAX ou autre, on peut se dire, mais la croissance européenne, c'est pas top, mais parce que je pense que les investisseurs étrangers lorgnent toujours ces liens entre la Chine et l'Europe, et du côté de la Chine, peut-être qu'on commence à des signaux un peu faibles, mais de début de stabilisation et de petite amélioration. Mais c'est moins systémique qu'avant, vous dites. Le luxe, c'est une valeur comme Kering. On en parlait hors antenne avant. Moi, j'ai encore en tête, alors c'était fin août 2021. On avait eu un gros coup d'arrêt, une grosse chute du secteur du luxe sur des inquiétudes toujours liées à la Chine. J'ai repris mes notes. Kering avait baissé de 20% du pic au creux. Alors ça, s'était peut-être pas fait en une séance. Ça s'était peut-être fait sur 2 séances. Mais ça avait été vraiment un gros coup d'arrêt qui avait d'ailleurs stoppé le rallye de reprise post-Covid, d'une certaine manière. Le pic, le pic des marchés se faisait fin 2021. Pour le Nasdaq, c'était un peu plus tard, en novembre 2021. Mais pour les marchés européens, ça avait coïncidé avec ce coup d'arrêt pour l'ensemble des marchés actions. C'est pour ça que là, finalement, un stress similaire, mais on est plus en 2021, et on voit que même les croissances sont assez désynchronisées, finalement, au niveau mondial. La croissance US, c'est pas la même qu'en Europe, c'est encore pas la même qu'en Chine. Et finalement, qu'est-ce qui pourrait faire que le luxe, à un moment donné, n'irait peut-être pas plus haut tout de suite? Selon moi, c'est moins par rapport à la Chine que peut-être, et ça te débat vers la Fed, ce qu'elle en pense ce soir et autres, peut-être la croissance future américaine. C'est peut-être ça qu'on va commencer à regarder, finalement. L'Europe, on a l'impression que ça bottom aussi sur les PMI, composites ou autres. On n'est pas encore en expansion sur le composite, mais on s'est redressé depuis quelques mois. Est-ce qu'on ne va pas commencer à lorgner un peu sur la partie occidentale pour les prochaines visibilités de croissance de ces groupes, plutôt que sur la Chine, où on a, encore une fois, je dis ça avec toute la prudence que ça pose, mais des signaux faibles que ça s'est peut-être stabilisé sur le pire, sur le plus systémique qu'est l'immobilier notamment. Derrière Kering, je voulais bien qu'on élargisse un petit peu le sujet justement sur les forces peut-être de l'économie européenne pour 2024, avec l'idée, Alexandre le citait, il y a quelques secteurs, en tout cas des signaux boursiers qui montrent que des secteurs tournés vers la consommation discrétionnaire, le voyage, le loisir, l'hôtellerie, l'automobile également, qu'on peut inclure dans les dépenses discrétionnaires des Français et des Européens, sont des secteurs qui surperforment depuis plusieurs semaines, qui permettent aux indices européens d'ailleurs de rattraper ou de faire jeu égal avec les indices américain. On a l'indice de surprise économique mesuré par Citi sur l'Europe qui repasse enfin positif après quasiment un an de négativisme. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui peut se déclencher en Europe, partant notamment peut-être du cas du consommateur européen aujourd'hui, Vincent? Oui, c'est sans doute le plus tangible. Il y a 2 sources d'espoir pour la croissance européenne cette année. C'est quelque part une croissance domestique tirée par la consommation et c'est la croissance externe tirée potentiellement États-Unis, Chine, mais c'est vrai que c'est plutôt la Chine qui était en retard et dont on attend un rebond potentiel cette année, dont on a observé certains prémices, en effet pas sur la consommation, plus sur la production industrielle, les investissements et autres, où on a l'impression qu'on est, on est dans le creux, en tout cas en Chine. Alors pour ce qui est de la consommation domestique en Europe, on en parlait finalement hors antenne, il y a quand même des signes encourageants. Plein emploi dans pas mal de marchés européens. Ouais. Donc ça, c'est une bonne chose. Les Européens ont la certitude qu'ils auront un job dans les mois qui viennent. On a eu finalement des négociations salariales relativement dures, un peu dans nombre de pays, qui font qu'aujourd'hui, si j'en crois la BCE, on est aux alentours de 4,5-5 sur les progressions de salaire. Donc c'est-à-dire toujours plus que l'inflation. Le pouvoir d'achat est dopé. Contrairement aux Américains, eh bien, les Européens ont thésaurisé durant le Covid, ont plutôt conservé ce stock d'épargne eu égard à l'incertitude générale à laquelle on est confronté en Europe et le conflit en Ukraine et ainsi de suite, la crise énergétique. Donc les Européens sont plutôt bien équipés avec un salaire qui progresse plus vite que l'inflation et un excédent d'épargne et toujours cette envie, ma foi, post-Covid qui demeure de profiter de la vie et de profiter des services. Donc il est certain que parier sur un rebond économique de l'Europe drivé par la consommation, c'est ce que globalement... Ça fait du sens, comme on dit en mauvais français. Donc voilà, on le voit notamment dans les performances sectorielles, comme ça peut être observé depuis le début de l'année. Qu'est-ce que vous dites sur le cas du consommateur européen? Est-ce que ça peut être une force positive pour l'économie européenne en 2024, Mabrouk? On sait bien que la consommation des ménages, ça reste le moteur principal de la croissance. Et effectivement, ça a bien été résumé. On a les principaux moteurs qui sont, on va dire, qui sont présents pour pouvoir soutenir cette consommation. Maintenant, la question qui se pose, eu égard à cette thésaurisation massive, donc une épargne des ménages qui est assez conséquente, il y a quand même un frein à la désépargne. Donc ça, on sait bien que le consommateur européen, allemand qui plus est, français par ailleurs, ont, on va dire, une espèce de réticence à aller piocher dans leur épargne. Alors peut-être que ça va effectivement changer. Et finalement, on se dit que, bon bah oui, il y a
les moteurs tous les voyants sont au vert pour que cette croissance économique européenne qui a fortement déçu l'an dernier, en 2023, puisse effectivement rebondir. La question de la stabilisation de la croissance était pour moi acquise, en fait, finalement, en 2024. On ne pouvait pas plonger plus bas. C'est-à-dire qu'en gros, avec une Allemagne qui était en pseudo-récession quasiment, c'était quand même difficile d'imaginer, avec la Chine qui se stabilisait par ailleurs, de voir la situation se dégrader encore. Bon, pour moi, la question était acquise de la stabilisation. Celles et ceux qui prétendent effectivement que l'Europe est en récession depuis je ne sais pas combien de temps sont dans l'erreur, à mon sens. Et donc, in fine, aujourd'hui, on peut avoir que des surprises positives. En fait, la question, c'est de savoir, on a été quand même négativement surpris. Vous avez cité l'indice de surprise de Citigroup, qui était effectivement pas bien orienté depuis plusieurs semaines. La tendance est positive et on revient faire des territoires qui sont, on va dire, proches, voisins de zéro, voire même légèrement positifs. Et donc, en dynamique, c'est quand même beaucoup mieux. Et donc, il y a des bonnes raisons d'espérer, d'être même surpris positivement, avec quand même, il faut le garder à l'esprit, une hétérogénéité forte au sein de la zone euro. On a quand même des pays qui, comme l'Espagne, continuent de croître à un niveau qui est qui est plutôt bon, donc clairement. Donc on a eu une croissance l'an dernier qui était supérieure à 2%, qui devrait effectivement être autour de 1,5, 1,7 cette année. La France qui est toujours un peu au milieu, et puis l'Allemagne qui, on va dire, se reprend, on va dire, timidement. Et donc, in fine, oui, la consommation pourra être le moteur de la croissance européenne. Maintenant, sur la question de la Chine, juste une petite parenthèse, ça va être, on va dire, un peu plus délicat à mon sens, parce que la question immobilière n'a pas du tout été réglée. Et je pense que ça va être un peu encore... Compter sur un rebond de la Chine me paraît effectivement avec une hypothèse relativement forte. Encore une fois, je parle plus de stabilisation de la Chine. Aujourd'hui, Xi Jinping n'a pas indiqué effectivement lors des différentes réunion du Congrès qu'il y avait aujourd'hui une impulsion forte attendue sur la croissance chinoise en 2024. Ça a pu être quelque chose de mesuré. Il ne s'agirait pas effectivement de peut-être retomber dans les travers du passé, d'excès de capacité qui engendrerait des tensions déflationnistes en Chine, qui est le plus gros problème que la Chine doit gérer pour le moment. Ils sont déjà un peu dans cette ornière quand même. Hein. Alors oui, bien sûr. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de ne pas aggraver cette situation. Et la tentation est très forte finalement de dire bon, très bien, on va construire, je ne sais pas encore combien de milliers de kilomètres d'autoroute ou un énième aéroport pour pouvoir encore évidemment donner de l'emploi. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, et je pense que l'administration chinoise le sait, ça va demander du temps. Et par contre, moi je souscris à cette idée. Par contre, là, c'est quand même un véritable défi pour l'Europe. Ça veut dire que à la fois la Chine se restreint et la Chine est de plus en plus protectionniste sur des industries clés, en tout cas pour lesquelles on l'est livré jusqu'à présent. Je pense notamment à l'automobile allemande. L'Allemagne doit aujourd'hui faire des pieds et des mains pour parvenir à vendre ses automobiles, avec des décotes. Je pense notamment aux véhicules Volkswagen électriques en Chine, où il y a des décotes tout à fait massives aux prix qui sont pratiqués en Occident. Mais je crois qu'ils sont sortis du marché. Hein. Enfin, je pense que c'est quand même ils sont en train de se faire sortir du marché chinois. Enfin, je veux dire, clairement. Mais je ne sais pas si c'est un baroud d'honneur ou si c'est la dernière. En Europe, ça fait la consommation est certainement un des éléments d'espoir. Par contre, c'est vrai que est-ce que l'Europe peut se sortir de cette période de stagnation par les exportations? Là, ça devient quand même un petit peu. Enfin, c'est tendu. C'est pas la meilleure stratégie pour pouvoir effectivement sortir de d'une croissance faible. On ne compte pas sur les exports. Donc c'est un autre moteur qu'il faut activer, c'est le moteur de l'investissement. Et là, effectivement, il faut avoir soit une incitation, on va dire, monétaire, en baissant les taux d'intérêt, mais ça, c'est pas pour tout de suite, ou bien une incitation budgétaire. Ça, les Américains l'ont parfaitement maîtrisé, en fait, cette affaire-là, dès 2022, et ça s'est bien vu en 2023. Et comme vous le dites, par ailleurs, le point le plus important, c'est la Chine fait du protectionnisme, mais les États-Unis ne s'en cachent absolument pas, ils le font également, et nous, on n'en fait pas. Bon, écoutez... Vous dites la détente monétaire en Europe ou en zone euro, c'est pas pour tout de suite. On est au premier jour du printemps. La baisse de taux aura lieu au printemps. Voilà. Non. Non ? Bon, pas pour moi. En fait, je pense que c'est pas... Vous contredisez un message, un signal explicite envoyé par certains banquiers centraux Christine Lagarde n'a pas dit qu'elle baisserait les taux au mois de juin. Donc, elle a clairement dit, mais je pense que ce qu'a fait Christine Lagarde, c'est assez... D'autres se sont avancés un peu plus précisément. Villeroy-Gallo, c'est quand même pas n'importe qui au sein du Conseil des gouverneurs. Quelqu'un d'assez dovish structurel. Donc, lui, il a toujours effectivement prôné la baisse des taux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de communication, je pense que la BCE a un peu répliqué finalement la stratégie de la Fed. On se souvient, le 14 décembre dernier, ça a été abondamment commenté, y compris sur ce plateau. Jérôme Powell, finalement, a laissé entendre que les taux allaient baisser, finalement. Et on se rend compte que la première baisse de taux n'interviendra pas, finalement, avant le mois de juin, a priori. Donc, et donc, la BCE, c'est juste acheter une option gratuite en donnant rendez-vous au marché, en disant, au mois de juin, on regarde, et puis on voit. Et donc, il n'y a aucune garantie, finalement, que les preuves de la désinflation... Oui, qu'ils aient besoin de plus d'évidence et de preuves, ça, je le comprends. Moi, j'ai quand même entendu qu'il y avait un signal où Christine Lagarde
aller au plus loin de ce qu'elle pouvait signaler au marché pour indiquer que juin était peut-être sans doute quand même un bon moment pour encadrer les détente. anticipations. On voit bien les attentes qui sont fortes des marchés. On a eu récemment, cette semaine, des publications sur les salaires négociés zone euro et coût du travail. C'est très lag, c'est des chiffres T4, mais il y avait quand même une sacrée amélioration entre le T3 et le T4. Sur la partie salaire négocié, enfin salaire wage and salaries zone euro, on était à 5,2, 5,3 le trimestre T3. Là, on est revenu, si je ne me trompe pas, 3,4, 3,4. Et coût du travail aussi qui diminue. Donc ça, selon moi, c'est déjà des données qu'eux avaient aussi sur des data peut-être plus haute fréquence récentes et qui, selon moi, vont quand même un peu se confirmer. Donc moi, l'option de juin, par contre, je mets une pièce dessus. C'est plus est-ce que la Fed fera juin. C'est vrai que déjà la réunion de la BCE et une dizaine de jours avant, donc bon, ça c'est pour le fun. Oui, techniquement, si les deux baissent en juin, la BCE baissera avant la Fed. Voilà, la BCE a toutes les chances de baisser avant la Fed. Le vrai débat, c'est ça. Est-ce que si on écoute, et lui, je trouve qu'il a, enfin, encore une fois, c'est Raphaël Bostic de la Fed, il a pris une carrière au sein de la Fed, et on l'a beaucoup entendu juste après Powell, la fameuse intervention de décembre, où moi j'avais estimé effectivement que c'était une erreur de communication, peut-être comme toi, où à ce moment-là, que les taux étaient déjà détendus, les marchés étaient déjà assez hauts, il a fait une erreur finalement de dire on va baisser les taux, alors qu'il n'y avait aucune urgence à ce moment-là de le faire par rapport aux conditions financières ou autres. Bostic avait dit tout de suite après, attention, moi je vois pas de baisse de taux avant le deuxième semestre. Il a déjà commencé à dire, et ce discours, il l'a gardé mois après mois, et il l'a encore tenu il y a un peu de semaines. Il dit, je vois ça au S2, et je vois une hausse, et c'était ça, une hausse et espacée. Voilà, une baisse et une pause. Et une pause, voilà. Et ça va être une... Je veux bien un cut en juin ou juillet, et après c'est une pause. Et on voit, il a peur, c'est intéressant, il a peur, son grand argument c'est de dire les effets de marché, justement. On a déclenché, et Powell en décembre a magnifié des effets de marché qui ont conduit à une détente spectaculaire des conditions financières. Tout ça est un vent porteur pour la croissance et pour l'inflation. Et il y a un risque, effectivement, alors il appelle ça pent-up exubérance, l'exubérance refoulée des investisseurs qui sortirait de sa boîte d'une certaine manière dès que la première baisse de taux serait délivrée. Et il a très peur de ça, Raphaël Bostic. Oui, et encore une fois, il a eu un peu l'oreille des marchés parce que le marché obligataire, en tout cas, il n'était pas le seul à parler, mais le marché obligataire a corrigé le tir. On était à 3,80, on est remonté à des 4,30, donc 50 points de base. Le dollar aussi, entre quelques petites couleurs. Et moi, ce qui me fait m'étrangler, c'est que le marché action, lui, est totalement sans nuance par rapport à ça. Alors, on comprend bien qu'il y a des résultats ou autres, mais 29 fois les bénéfices sur le SP500, 26 fois les bénéfices réalisés, c'est les zones de cherté, ces zones un peu de frottement. Et un analyste, je crois, de Société Générale a dit ça il y a quelques jours, qu'on est déjà dans une bulle. La question, c'est est-ce qu'on va encore progresser dans cette bulle ? Est-ce qu'on est en 97 ou en 99 voilà. Ou est-ce qu'on est début 99 ou fin 99 oui, c'est le rôle, selon moi. Alors, ça fait débat, mais selon moi, c'est là que les régulateurs américains, la Fed, le Trésor, la SEC ou autres, peuvent, sans dire le marché est hors de prix, ils ne diront jamais un truc comme ça, mais orientent un peu les anticipations quand même pour éviter d'aller trop haut, trop vite, parce que derrière, on sait comment ça se termine à chaque fois. Donc, ce serait peut-être le moment, ce soir, par exemple, dans des projections un peu révisées, un peu moins de baisse de taux, anticiper peut-être 2 baisses de taux, le 2-3, ce genre de choses, pour que le marché action commence à intégrer la Je rappelle juste, et je me souviens très bien de l'histoire donc, du FOMC 13-14 décembre dernier, où Powell nous fait son pivot d'anthologie, en disant qu'effectivement, ils ont bien conscience que de maintenir les taux aussi élevés pendant trop longtemps, c'est un risque, et qu'il y aura effectivement un moment d'accommodation, mais qui sera juste une recalibration de la politique monétaire, c'est un peu le sens du discours. Il avait été interrogé aussi sur les dots, évidemment, la projection des niveaux de taux directeurs pendant la conférence de presse. Et il avait expliqué, parce que la séquence voulait que les prêts à la production étaient tombés, je crois, le jour même, le matin même, que les prêts à la production entrent dans la composition du PCE, qui devait suivre quelques jours plus tard, PCE qui réfère au mois de novembre à l'époque, et comme le PPI avait créé une très grosse surprise à la baisse, beaucoup de banquiers centraux avaient anticipé que le PCE allait être là aussi plus bas que ce qu'ils imaginaient pour le mois de novembre, et donc Powell avait dit oui, certains ont pu modifier leurs dots jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la dernière minute d'une certaine manière. Et donc on arrivait avec ces 3 cuts signalés par le dot plot de la Fed. Mais les 3 cuts ne sont pas non plus complètement aberrantes quand on regarde un peu le cycle américain. Si on estime par exemple qu'il y a une croissance, on va dire, qui va rester forte au premier semestre et que ça va commencer à, on va dire, faiblir au second semestre, globalement, juillet c'est le bon moment. On saute à chaque fois un meeting pour en faire une autre après. On a nos 3 baisses de taux, on a 75 points de base. Et en fait, moi
Je pense qu'il y a une symétrie, parce qu'on a beaucoup parlé des délais de transmission de la politique monétaire. Ça a pris beaucoup de temps avant de se diffuser sur l'économie américaine. Et là, finalement, il va y avoir également le même problème. Donc, les 3 baisses de taux ne vont pas avoir un impact immédiat, ça va ralentir, et l'économie américaine va ralentir d'elle-même. Donc, le timing est quasiment parfait pour le second semestre. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Finalement, aux États-Unis, tout est sous contrôle. Donc, le but de Powell ce soir, pour conclure là-dessus avec vous, Wait and c'est d'essayer de préserver cet équilibre que le marché semble avoir trouvé. Se stabilise autour de 4,30. Alors qu'on sent que c'est des niveaux d'équilibre. On a 2,40 en Europe, on a 4,30 aux États-Unis. Donc sur les taux longs, 10 ans. Exactement, sur les taux d'intérêt à long terme. D'accord. Ça ne bouge pas, on revient sur ces niveaux-là. Il faut dire que Powell a bien fait le job ces 3 derniers mois. Entre l'erreur de décembre et la situation d'aujourd'hui, que de travail pour ramener les marchés finalement à des attentes un peu plus réalistes sur ce second semestre. Et en effet, je pense que là, ces 3 baisses de taux sur le second semestre, c'est un peu plus réaliste et plus en ligne avec la ligne de l'économie américaine à l'heure actuelle. C'est juste qu'il l'a dit trop tôt. Il me semble, je pense qu'on a tous tombé de notre chaise. C'était d'autant plus qu'on a une situation de conditions financières qui est tout à fait favorable pour l'instant, qui est même surprenante à nombre d'égards, qui traduit évidemment l'appétit pour le risque d'un certain nombre d'acteurs, pour les marchés de crédit, pour les marchés equity, et que c'était vraiment pas nécessaire à ce moment-là. Donc, quelque part, cette annonce, alors si les baisses de taux sont peut-être légitimes pour le second semestre, elle aurait pu venir aujourd'hui, par exemple. Je pense qu'avoir la discussion de décembre aujourd'hui aurait eu plus de sens. Ouais. Bon. C'était le Santa Rally, quoi. Et donc, il faut quand même se souvenir aussi, quelques semaines avant, le 10 ans américain commençait à passer au-delà des 5%. Enfin, je veux dire, ça pouvait aussi créer. On était quelques mois après SVB. Enfin, il y avait aussi peut-être des raisons d'essayer de calmer un peu, peut-être, l'envolée des primes de terme et des vraiment taux. les anticipations, c'était important pour ne pas laisser non plus dérailler le marché avec des taux finalement qui montent trop et qui pourraient porter préjudice à des banques régionales, peut-être. On le voit, il y a eu quelques petites faillites cet été qui sont passées, on va dire, comme une lettre à la poste, de tout petites banques. Mais là, on sent bien que le dossier n'était pas clos et il fallait quand même un peu calmer les choses. C'est sans doute peut-être le propos de Powell. Comment vous imaginez la communication des banques centrales, de la Fed et de la BCE une fois la première baisse de taux délivrée? C'était le sujet du discours de Christine Lagarde aujourd'hui, qui le dit, alors là, de manière très explicite, la BCE ne s'engagera pas, une fois la première baisse de taux délivrée, sur un chemin ou un rythme, où on ne donnera pas de guidance sur le rythme de baisse de taux. Est-ce que ça peut être différent du côté de la Fed? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle forward guidance? Est-ce qu'ils vont communiquer quand même sur un objectif de recalibration de la politique monétaire? Pour moi, la crise énergétique a marqué finalement la fin de la forward guidance. Elle est quelque part morte et enterrée à nombre d'égards. Je pense qu'il faudra du temps pour reconstruire quelque part une crédibilité dans ce scénario-là. Je pense que c'est le moment de la data dependence, c'est qu'on navigue à vue dans pas mal de domaines face à ce phénomène inflationniste qu'on a redécouvert, qui nous accompagne encore un petit peu maintenant, dont on sait qu'il nous accompagne vraisemblablement plus longtemps. Moi, je m'attends à 2 discussions dans les mois à venir. D'abord, une discussion sur le bilan, dont il sera peut-être question cet après-midi. Ce soir, normalement. Oui, il doit nous en parler ce soir. On a tous un petit peu cette idée que la taille de bilan des banques centrales en 2024 et au-delà, c'est nécessairement plus élevé que ce qui prévalait en 2006-2007. Et pourtant, évidemment, voilà, après grande crise financière, ça c'est un premier aspect qui, je pense, est important. Et puis, voilà, quel est le niveau neutre de taux d'intérêt que la Banque centrale envisage aujourd'hui? Il y a un débat académique assez important autour de celui-ci. Et quelque part, ça laisse supposer aussi quelle est la trajectoire qu'on estime pertinente pour l'inflation dans ces 2 économies. Donc pour moi, data dépendance et 2 débats un peu plus philosophiques sur quelle est la taille du bilan de la Banque centrale qui est normale dans le contexte actuel. D'autant plus que, comme disait Mabrouk, finalement, on a aujourd'hui une dépense publique qui est un des moteurs de croissance, que certains activent à l'envie et finalement, il serait faux de penser que ça peut fonctionner sans soutien monétaire de la Banque centrale. Les choses vont de pair. Aujourd'hui, c'est absolument nécessaire et il faudra que face aux défis auxquels l'humanité est confrontée, que ce soit le vieillissement, que ce soit la transition énergétique, que ce soit finalement nos déficits structurels, qu'il y ait une répression financière continue et que les banques centrales restent de manière continuelle à la manœuvre par leur bilan, j'en suis conscient. On parle beaucoup de transition énergétique en Europe. La BCE avait ouvert la porte à cette idée d'utiliser son bilan pour soutenir les acteurs de ce mouvement. Je pense qu'on aura des QE verts en Europe certainement. Aux États-Unis, ça fera davantage débat éventuellement, évidemment. Mais en Europe, ça me semble une évidence. Il faut utiliser le bilan de la BCE pour finalement encourager les entreprises qui sont plus vertueuses en cette matière.
matière, pour aider l'État dans les investissements qu'il doit faire en la matière, parce qu'on sent bien que les seuls deniers publics ne suffiront pas. On a des discussions budgétaires qui sont ardues et nécessairement ardues en France, puisqu'il y a aujourd'hui, pour les budgets de pas mal d'États membres, eh bien, le premier budget, c'est le remboursement de la charge d'intérêt sur la dette, ce qui est quand même un peu frustrant. Oui, frustrant et inquiétant. Oui. Inquiétant, oui. Voilà, oui. Dommage en tout cas Ouais. pour l'utilisation des deniers publics. C'est pas, alors si on doit ranger les pays en deux camps, ceux qui utilisent bien la dépense publique, je trouve que consacrer l'essentiel de son budget à rembourser des intérêts, c'est pas la bonne dépense publique. Sur l'aspect dépenses d'investissement face au challenge de l'humanité, comme vous dites, Vincent, la position d'Isabelle Schnabel qu'elle rappelle aujourd'hui, c'est de dire, oui, déluge d'investissement pour financer les transitions énergétiques, etc. Pour elle, ça veut dire R-star plus élevé. Ça veut dire taux neutre, taux d'équilibre plus élevé. Évidemment. Dans ce monde-là. Évidemment, ça suppose plus d'inflation. Donc, en effet, dans les deux cas, je pense que ce débat, en tout cas, aura lieu sur un R-star plus élevé. J'aurais juste peut-être rajouté un dernier point. Moi, je crois beaucoup sur l'aspect pour forward guidance, c'est fini. Par contre, fiscal guidance, pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qui est particulièrement important. Et qu'est-ce que vous attendez comme guidance du point de vue de la politique budgétaire? Le sens de la guidance que vous attendez? Donner le cap pour les investissements. Et quelque part, ce qu'a fait Jean-Claude Juncker à l'époque, je l'ai évoqué quantité de fois sur ce plateau, tout le monde s'enthousiasme pour le fonds Next Generation. Est-ce que le plan Juncker a été délivré ou pas au final? Oui, à tel point. Il reste plus d'argent, tout a été dépensé. La base de socle aujourd'hui du Next Generation EU Fund, on a eu 500 milliards au total. On n'a pas réussi à dépenser. Tout n'a pas été dépensé. Alors là, je vous mets au défi de regarder. Vrai Plan Juncker. Il n'y a que vous qui m'en parlez. Donc. Ah oui, le plan Juncker, mais pas le plan avec le Next Gen EU. Ah non, pas le Next Gen mais EU. Juncker a été dépensé. Le Next Gen EU s'est greffé sur le. Parce qu'il y a encore quelques temps, vous me disiez que. 500 milliards de capitaux levés et dépensés. Avec des fact sheets disponibles sur le. Ce plan date il y a combien de temps? Ah oui, 10 ans. Bah voilà, mais donc en 10 ans, 500 milliards, c'est quand même ridicule. Quand on regarde finalement ce que les autres États, prenons les États-Unis, parce que finalement c'est là à qui on doit se comparer, c'est quand même, on va dire, relativement faible. Next Gen EU n'a pas été utilisé. Après, il y a tous les efforts nationaux aussi en plus. C'est toujours plus. Non, mais on va pas faire le calcul ici. Next Gen EU, c'est 750. Pas dépensé. Oui, non, mais d'accord, mais bon, l'enveloppe ici dépensé dans le cadre de partenariats public-privé, avec très peu d'argent public, qui est le défi actuel, c'est réellement de donner un cap. Voilà les secteurs dans lesquels on va investir. On vous garantit une certaine rentabilité dans ce secteur. On dit la même chose. Moi, je suis keynésien dans l'âme, donc je prône pour la dépense budgétaire, qu'elle soit verte ou autre, peu importe. De toute façon. Non, peu importe, justement, c'est bien le sujet. Mabrouk. On est en train de se demander quelles sont les dépenses qu'il va falloir réaliser par rapport à celles qu'il va falloir couper. De croissance. Et donc, si on revient sur cette histoire de R-star, le R-star effectivement sera plus élevé parce que notre potentiel de croissance sera en principe plus élevé. Donc là, effectivement, c'est cohérent. Et ce que dit Mme Schnabel est absolument effectivement vrai. Il n'y a pas le choix. Donc on va émettre plus d'obligations, la croissance est plus élevée et le potentiel sera plus élevé. Donc mécaniquement, un taux d'intérêt plus élevé. Mais là, globalement, j'ai presque envie de dire, il faut réfléchir sur le sens de la causalité. C'est en ayant une croissance plus forte, qu'on sera plus à même effectivement de rembourser, de faire face à la charge de la dette. Le problème, c'est là où il y a un lien effectivement causal, et là on rentre dans de l'économie politique en quelque sorte. Moi je pense qu'effectivement il vaut mieux avoir une croissance potentielle plus élevée, quitte à payer des charges d'intérêt beaucoup plus élevées, mais être capable effectivement de produire plus et de manière plus vertueuse. C'est le choix que font les États-Unis. Alors oui, il manque un peu la partie verte. Bon, ça effectivement. Vous avez dit, ils dépensent dans ce qu'ils veulent. Non, d'accord. Mais bon, globalement, rénover une infrastructure, on peut le faire de manière plus vertueuse également. Ouais. Mais globalement, aujourd'hui, ce sens de causalité est à mon sens pas le bon, puisqu'on est en train de prendre le problème par le mauvais côté. On regarde que la dette et qu'est-ce qu'on fait pour la réduire? Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement produire plus de richesses pour réduire notre endettement? On parle des marchés, peut-être, Alexandre. Est-ce que la diversification commence à payer, là, au-delà des Magnificent Seven, au-delà de Nvidia? Je vois quand même, le marché américain ne fait plus rien depuis 2 semaines. Voilà. Oui, mais il reste que le plafond. Il reste au sommet, mais il n'y a plus de hausse. Oui. Ça ne monte plus depuis 2 semaines. Non, mais ça, est-ce que d'autres marchés ou d'autres segments de marché, justement, prennent la relève, un peu comme vous le disiez? Est-ce que la diversification paye aujourd'hui? On sent quand même que la thématique small est quand même, je pense, bien repartie. Il y a le sujet.
bien reparti, en tout cas, on s'est extrait des zones basses, bien reparti en relatif par rapport à ce qu'on a vu sur 3 dernières années, où on était en sous-perf total par rapport au large cap depuis 2021. D'accord. On a quand même eu... L'écart arrête de s'élargir. Dans ce sens-là, on a fini les dégâts et c'est reparti, mais avec toujours l'œil noir qui surveille ça, que sont les banques régionales américaines. Pour moi, s'il y a un risque qui pèse sur les small US, il viendra de là. Et d'ailleurs, c'était ce que j'ai remarqué de la dernière intervention de Powell devant le Congrès, c'est que je trouve que pour une fois, les questions autour de l'inflation ou autre, il y en a eu quelques-unes un peu pour la forme, on a l'impression, alors que les sénateurs posaient beaucoup de questions, à la fois sur les questions de prudentiel banque ou autre, ça ok, mais beaucoup sur les banques régionales. Comme si c'était un sujet qui les préoccupait eux d'un point de vue politique. Que se passe-t-il si demande un SVB bis, si on a dans notre État, par exemple. Et ça, c'est assez intéressant. Et la Fed, Powell est assez précis dessus. Il dit que des équipes de la Fed sont mobilisées continuellement en contact permanent avec les banques les plus sensibles pour estimer les stocks de dette à risque, etc. Donc voilà, pour moi, le risque un peu de ralentissement aussi économique à un moment donné ou autre, il peut passer par là. Et c'est peut-être ça qui fait qu'effectivement, les small, à un moment donné, n'iront peut-être pas aussi vite que ce qu'on a vu là sur les derniers mois. Pour autant, je pense quand même que, et ça, c'est aussi un thème pour l'Europe, on a, et si on revient un peu sur l'Europe, on parlait tout à l'heure de la diversification de ce rallye, qui donc, je trouve plutôt sain et plutôt tenable pour le moyen terme. Il y a aussi la question de la cherté européenne par rapport au marché américain qui, justement, n'est plus très cher depuis un petit bout de temps. Et ça, je pense, avec un euro toujours assez moyen, finalement, il n'est pas cher par rapport au dollar, avec... des bottoms sur la dynamique, les PMI qui commencent à se redresser un petit peu ou autre, un euro qui n'est pas très cher, des valeurs européennes qui, même si le CAC est cher par rapport aux autres indices européens, en global, le stock 600, les ratios cours-bénéfices par rapport au PE du SP500, on est à 0,6, donc, et on est à des 0,5 et quelques, donc c'était des plus bas historiques. Donc, à un moment donné, la diversification va se faire aussi, va s'opérer par les investisseurs étrangers sur la partie européenne. Donc, je pense que ça va être un moteur assez puissant pendant pas mal de temps. Si en plus, la BCE, c'est tôt un peu avant la Fed, ça peut tirer un petit peu l'euro à la baisse encore, donc rendre aussi ces valeurs européennes un peu plus attractives par ce biais-là, plus la Chine. Effectivement, je suis d'accord, il n'y a pas de redémarrage vertical à avoir, mais si on a tellement pricé de noir sur la Chine depuis 3 ans, que la tech chinoise fait moins 80%, c'est l'équivalent d'une bulle Internet, on va toujours... Après, on se stabilise, c'est des signaux faibles, donc on va y aller et on va aussi acheter l'Europe un peu, je dirais presque comme proxy, pas comme le Japon tout à fait, mais comme proxy un peu par rapport à la dynamique chinoise. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de bons arguments pour l'Europe, alors qu'aux États-Unis, pour venir à ça, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais qu'est-ce qui n'a pas déjà été pricé ? Oui, voilà, et puis tout le monde est déjà investi comme ça sur la partie américaine. Tout le monde est au max, le retail est au max. Est-ce qu'on peut en mettre beaucoup plus, quoi ? Ça, c'est la question. Est-ce qu'on peut sous-performer les États-Unis ? Ça, c'est déjà vu dans l'histoire. Disons, alors, la fête de reprise, mais ce n'est pas des très grosses surperf. C'est du 1% par-ci, et c'est de 3% là-dedans. Le rallye d'octobre 22, il commence avec l'Europe, c'est ça. Et l'enquête de BOFA là, qu'ils font tous les mois auprès des grands gestionnaires d'actifs, donc le sondage de mars, montre qu'on a le plus gros retour sur des allocations en actions européennes sur ce mois de mars depuis juin 2020. Et on a fait 4 ans quasiment. On a fait un coup il y a plusieurs mois sur l'Italie, quand on était encore, on disait, voilà, on pense que l'Italie, ça va vraiment repartir, les spreads il n'y a plus de questions de taux ou autre, les spreads étaient bien placés, c'est des valeurs qui sont peu chères, toujours à 10 fois les bénéfices, l'IBEX c'est pareil, donc c'est des bons, même si il y a des choses risques politiques ou autres, les spreads sont bien maîtrisés pour l'instant, les pays du Sud jusqu'à présent, ceux qui ont tenu la baraque finalement, dans la croissance ces derniers mois, donc bien sûr. Les pics ont disparu depuis quelques temps, et tant mieux. Donc, je vois pas, je pense qu'il y a encore du potentiel. Simplement, la seule chose que j'aimerais voir un peu, mais encore une fois, entre le souhait et puis la réalité, on verra ce qui se passe, mais c'est des US qui latéralisent un peu, parce que je pense que le risque de bulle, il va s'accroître, et que c'est pas le meilleur cadeau pour l'élection américaine. Il faudrait que ça se calme un peu maintenant, pour que la Fed n'ait pas besoin d'agir s'il y a un mouvement de marché un peu brutal. Si on monte comme ça, encore une fois, pendant 4 mois de plus, vous êtes à des 60% de rallye en 7-8 mois. C'est des exagérations qui finiront par des moins 15, moins 20, voire plus. Et la Fed devra intervenir à ce moment-là. Mieux vaut calmer les choses maintenant, par une guidance, par des propos de la Fed adaptés. Et donc, toujours un peu de rotation, l'Europe qui tient pas mal, mais si les US venaient à corriger ce que je souhaite, 5-10% dans les semaines qui arrivent, il me semble que l'Europe devra quand même aussi accuser un peu le coup, mais moins fortement. Et ça, qu'on pourrait avoir des pullbacks du CAC sur des niveaux à 8000, 7008, mais je pense qu'on a une vraie logique de buy the dip. Voilà. Tout creux sur l'Europe, 5-10%, et une super opportunité plutôt qu'un sell the rip. C'est buy the dip jusqu'à je pense, aux 10 000, on peut y aller, je ne dis pas facilement, mais le buy the dip me semble être un moteur et une croyance forte, macro et micro, sur l'Europe. Pour donner un petit peu la mesure de ce qu'est la dernière phase d'une bulle, du 1er janvier 1999 à mars 2000, le Nasdaq prend 126%. Voilà. Donc,
oui, en un an, ça devient quand même parabolique, vertical, tout ce que vous voulez. Sur le plan de l'investissement, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui? Est-ce que oui, on a envie d'investir dans la diversification? Et quand je dis diversification, c'est en dehors des US et donc en dehors de la tech américaine qui est le poids et le contributeur majeur à la performance du marché américain. Oui, évidemment, sans pour autant jeter l'opprobre sur le secteur de la tech américain, dont en effet, il a tiré la performance du S&P 500, il a tiré sa valorisation à la hausse, mais pour autant, si on fait référence à 2000, on est à des niveaux de valorisation qui sont sans commune mesure à ce que nous avions alors. Je prends le PE de Microsoft à 2 ans, on était à 52 à 2000, on est à 27 aujourd'hui. Enfin, voilà, sur le plan... Toutes les Max 7 sont à moins de 30 de PE, je crois. Voilà, donc quelque part, au vu, en tout cas du potentiel qu'elles offrent, je ne dirais pas il faut être short ce secteur-là. Par contre, c'est vrai qu'il faut se rendre compte que ce secteur-là est pricé pour la perfection et qu'on n'est pas à l'abri de prise de bénéfices et que dès lors, il faut acheter ailleurs. Alors, on avait fait le choix, nous, des États-Unis dans l'ensemble depuis le début de l'année, large cap, mais indice large, du Japon depuis le début de l'année. On n'en a pas encore parlé, on va en parler dans un instant. Et comme marché, potentiellement, en termes de rattrapage, on avait en tout cas émis une opinion positive sur la Chine, en tout cas qu'il fallait au minima revenir à neutre. J'avais pu en discuter sur ce plateau même au début du mois de février. Ça a pris 10%. C'était un bon mouvement. Alors, il n'y a pas de catalyse pour aller au-delà, mais je pense qu'en effet, on est tous d'accord sur le fait que la Chine était quand même excessivement bon marché en début d'année et que même en l'absence de catalyse, là, c'était quand même le moment de revenir à neutre. Donc ça, très très bien. Alors je note, small cap, Europe sont des tentations qu'on peut avoir. Des tentations sont aussi quelque part de prendre un peu de bénéfices sur les actions et de les réallouer en marché de crédit. On a des marchés de crédit, certainement en Europe, qui sont pour moi particulièrement attractifs. Et quelque part, la tentation est un petit peu là aussi, c'est de revenir peut-être sur... On ne retrouve pas le même niveau de cherté sur le marché de crédit qu'est-ce qu'on peut décrire parfois sur certains segments du marché action. Si, mais vous allez l'impression que c'est très serré quand même sur le crédit. Dans une dynamique aujourd'hui, vous savez, on a des questions sur le potentiel de performance des marchés d'actions, à juste titre, compte tenu des performances réalisées actuellement. Sur le marché de crédit, vous avez sur du high yield européen, avec des durations 4-5 ans, vous avez 6, 7, 7,5% de rendement aujourd'hui. Donc en buy avec and hold, une BCE qui baisse au second semestre. Donc cette année, à coup sûr, vous achetez aujourd'hui, vous avez très très bon rendement. Alors sur le CAC, peut-être, je ne parierai pas dessus, enfin voilà, c'est plus compliqué. Marché d'action, je dirais ma approche, aborder les marchés avec ce prisme génération de revenus. Et là, c'est quelque chose qui sera peut-être favorable à l'Europe, pas favorable au Japon. Oublions cette idée que les marchés ont encore du potentiel cette année. On est objectivement avec des valorisations un peu tirées. J'achèterais plutôt sur baisse qu'acheter à ces niveaux actuels. Vous avez pas mal d'actions aujourd'hui en Europe, aux États-Unis, avec des dividendes élevés. JP Morgan a augmenté son dividende. Vous avez dans la tech, de manière un peu surprise d'ailleurs. Vous avez également des augmentations de dividendes significatives. Aujourd'hui, le rendement du dividende, il oscille entre 3,5 et 5,5 selon les marchés. C'est aussi une belle thématique pour le reste de l'année. Ouais. Si on n'a pas trop confiance dans le potentiel d'appréciation des marchés, vous avez à coup sûr entre 3,5 et 5,5 sur les dividendes. Et J'impôt en 15 secondes, parce qu'on a déjà beaucoup parlé hier, on ne pourra pas avoir le temps d'en parler, mais ça peut continuer. On reste positif Japon ? En tout cas, l'autre marché qui bénéficie de pas mal de flux pour l'instant, c'est le Japon. Il y a une dynamique de flux qui est incontestable. Ouais. Et les fondamentaux, je pense que ces 10 dernières années, tous autour de ce plateau, on était conscients que les fondamentaux étaient plutôt encourageants, mais là, tout le monde semble le redécouvrir et je pense qu'il faut aller un peu avec les flux pour l'instant. Sur la logique d'investissement, qu'est-ce qui vous intéresse ? Tout a été à peu près dit. Ouais, mais vous êtes d'accord avec tout ou Non, pas tous les small caps, non, parce que globalement, la situation n'est pas encore suffisamment bonne du point de vue des conditions financières. D'accord. Globalement, aujourd'hui, il y avait deux facteurs qui drivaient qui poussaient finalement les prix des small caps. C'était bien sûr la croissance et évidemment des taux d'intérêt très faibles. La croissance aujourd'hui, finalement, on voit bien que ça se stabilise, soit sur des niveaux qui ne sont pas très bons en Europe, mais bon, ça se stabilise quand même. Et puis ça a tendance à ralentir aux US, avec des conditions monétaires, on l'a déjà dit, effectivement, qui ne vont pas se détendre, on va dire, avant juin ou le second semestre de cette année. Donc, il faut encore attendre. Il faut encore se montrer patient sur la partie petite capitalisation. Alors, je suis d'accord, effectivement, sur la partie taux, notamment les périphériques, le spread, donc l'écart de taux entre le rendement des obligations italiennes et allemandes se réduit encore. Donc nous on vise par exemple un écart de taux de 100 points de base. Donc on est à plus de 150 là aujourd'hui encore, c'est ça. Ça vivote, ça a 130, baissé, 130, autour de 130. Ouais, d'accord. Il n'y a pas de raison, finalement que l'Italie, c'est pas encore le plancher, quoi. Oui, non, on peut encore baisser à notre avis. Donc il y a encore de la marge. Donc la croissance se situe dans les périphériques globalement aujourd'hui, et mis à part le risque politique, parce qu'il y a les élections européennes qui sont peut-être à un moment donné qui peuvent être un pivot sur la partie obligataire, on va voir. Mais on a le sentiment que sur effectivement les pays périphériques,
que la situation est plutôt saine. Et puis sur le Japon, bon là effectivement ça a été dit, mais pour moi le mouvement de la Banque centrale est très clair. Ça reflète la normalisation de la situation. On valide effectivement que maintenant il y a une espèce de bouclage salaire-prix qui est en train de se mettre en place et que donc, on sort de l'ornière. Et c'est encore beaucoup plus facile pour une entreprise japonaise de monter ses prix lorsqu'il y a de l'inflation plutôt que lorsqu'il C'est un ajustement unique ou c'est un ajustement qui peut se prolonger à travers d'autres décisions? On a vu la réaction du yen. Donc le yen se déprécie parce que le marché a entendu. On fait ça et on s'arrête. Pour vous dire qu'ils ont quand même beaucoup donné, entre guillemets. La Banque centrale a été généreuse. On abandonne le contrôle de la courbe. Ça, on s'y attendait pas non plus. Enfin, moi, personnellement, mis à part le mouvement de taux, l'abandon du YCC, Yield Curve Control, c'était pas non plus attendu. Donc, mais on continuera à racheter les obligations. Mais on n'achète plus d'actions. Masse. Mais on n'achète plus d'actions. On achètera tout ce qui passe s'il faut. Non, donc, le Japon, oui, on reste effectivement. Le Japon, c'est le retour. Donc, je pense c'est une histoire très structurelle. C'est structurel. Je pense qu'il y a une histoire structurelle et le Japon joue sur les déboires de la Chine par ailleurs. Oui, donc, on m'a expliqué qu'il y avait pas mal d'argent qui sortait par Hong Kong pour s'investir au Japon, parce qu'ils n'ont pas 36 000 possibilités pour investir, les Chinois, en dehors de Chine, évidemment. Les flux internationaux d'investisseurs qui veulent effectivement être investis effectivement en Chine, ils vont plus. Donc, ils vont au Japon. Alexandre, je pose dans tout ce qu'on a dit, je voulais qu'on dise un mot du complexe matières premières aussi, peut-être, ça se réveille, ça repart, il y a une tendance, la fin d'une tendance baissière au moins sur... En tout cas, une stabilisation. Je pense qu'on est revenu finalement des niveaux largement d'avant Ukraine et même un peu des niveaux encore d'avant. Même le gaz européen, par exemple, c'est 22, 23, 25, 30 euros le mégawattheure, c'est des niveaux qu'on avait en 2017, 2018, donc bien avant tout le Covid et la partie Ukraine. Alors, il y a eu deux constats quand même récemment. On a eu depuis 10 jours un rallye de près de 5% en moyenne sur les matières premières, si on prend un indice synthétique, agriculture, métaux et énergie, 5%. Ça a quand même contribué aussi au fait que les taux restent un peu élevés, au-delà des aspects PPI, CPI ou autres. Les matières premières ont un peu contribué, et parce qu'on se dit aussi peut-être sur l'inflation que l'aspect effet de base qui va jouer vraiment négativement, contribution négative à l'inflation, désormais quand on regardait le pétrole 12 mois auparavant, il est plutôt à 70, maintenant on est à 80. Donc, on a mangé les effets de base favorables, ça peut... Il va falloir que le service continue d'atterrir tranquillement pour compenser un peu le risque de recontribution positive à nouveau, des biens peut-être pas, mais d'énergie dans un premier temps. Ça, mais c'est quand même un très bon signe, je pense, et je pense que c'est ça que le marché a acheté sur le cuivre ou autre, c'est ce qu'on dit, c'est la Chine, c'est des signaux faibles, mais que le marché... L'amélioration du cycle. Souvent, il y a la transition, c'est des choses de long terme, donc il semble que c'est des bons points d'entrée pour des gens patients, pas forcément pour des rallyes de 15%, mais peut-être un aspect un peu bottomant, qui peut être un peu large quand même, mais c'est des niveaux pas inintéressants, je pense, pour se remettre sur les métaux industriels, et même les métaux, même semi-précieux, type argent par exemple. La zone des 20, 22, elle tient bien sur l'argent, ça a des gros beaux. Il y a un ratio or-argent qui est très tendu aujourd'hui, par exemple. Et je pense que un ratio qui est beaucoup regardé. 30 un peu au-delà, sur les 6-12 mois, ça, je pense, c'est un bon call. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Alexandre Baradez, IG, Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management et Mabrouk Chetouane, Natixis IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des inégalités patrimoniales. Nous sommes en plein dans la semaine consacrée à l'éducation financière et nous allons évoquer donc ce sujet des inégalités patrimoniales entre hommes et femmes avec Anne-Laure Frischlander-Jacobson qui est à mes côtés en plateau. Aujourd'hui, consultante indépendante. Bonsoir Anne-Laure. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver pour parler de ce sujet d'éducation financière avec vous. On s'est parlé longuement autour de cette table ou sur d'autres plateaux. On parlait des marchés généralement avec vous. Vous avez une longue expérience, 25 ans d'expérience professionnelle dans l'industrie de l'asset management. Vous avez été dirigeante Europe jusqu'à il n'y a encore pas très longtemps d'un gros asset manager américain. Et le sujet de l'éducation financière vous intéresse à travers ces questions d'inégalité entre hommes et femmes. Alors, le sujet des inégalités hommes-femmes est très vaste. Si on parle des salaires, des revenus, etc. Il y a le parcours de vie professionnel. Il y a plein d'histoires. L'histoire là qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi est-ce que l'épargne qui est détenue par les hommes est mieux gérée ou plus performante que l'épargne qui est détenue par les femmes. Parce qu'il y a un vrai écart aussi de ce point de vue-là. C'est ça, Anne-Laure, le constat. Oui, vous avez bien introduit le sujet. Et puis, c'est effectivement la semaine de l'éducation financière. Et c'est un enjeu sociétal qui est très important, puisqu'aujourd'hui, les inégalités entre hommes et femmes n'ont pas cessé de se creuser ces 20 dernières années, contrairement à ce que l'on peut penser, malgré les bonnes initiatives. Et aujourd'hui, le patrimoine médian
des femmes est autour de 100 000 euros, quand il est à 266 000 euros pour celui des hommes. Ça, c'est un chiffre français, ça Ça, c'est en France. C'est français. C'est D'accord. en France. D'accord. Donc il y a déjà effectivement un écart de montant de patrimoine entre hommes et femmes. Et c'est un enjeu qui est majeur, puisque on le sait, hein, donc les femmes vivent plus longtemps, et il y a cette risque de précarité, si vous voulez, si on ne gère pas et si on ne prépare pas bien sa retraite. Alors, pour comprendre un petit peu les raisons, hein, vous l'avez cité aussi, hein, outre les raisons qui sont dues à l'emploi même des femmes, ou souvent sur des emplois précaires, où la gestion d'actifs finalement a peu de rôle à jouer là-dessus. Il y a toute une partie de ces inégalités qui est directement due au fait que les femmes n'investissent pas ou peu leur épargne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait entre investir et épargner ? Puisque finalement, si on regarde sur un plan du marché français, le taux d'épargne, il est bon en France. On a il est très élevé même. Exactement. Tous les économistes le rappellent. Il y a un énorme taux disponible, mais il n'est pas investi. Très peu investi. Et par rapport à nos voisins européens, on est par exemple sur 2,5 fois moins que les voisins européens en termes d'investissement en bourse. On est quand même sur Smart Bourse. Oui, mais il n'y a pas que la bourse. Hein. Non, mais on peut investir dans plein de classes d'actifs différentes. Placements financiers. C'est l'épargne qui n'est pas placée, qui est ou sur des comptes courants, ou j'allais dire sur du livret lambda. Ou sur du livret, sur des comptes à terme. C'est ça. Il y a eu plusieurs études qui ont été faites. L'AMF, notamment, avait sorti une étude où seulement 30% des femmes investissaient leur argent contre 46% pour les hommes. Et l'AFG a même cité également le fait que seulement 16% des femmes investissaient en bourse. Donc, aujourd'hui, un taux d'investissement qui est très faible et qui crée finalement cette inégalité qui est due tout simplement au fait que le manque à gagner par la non-création de richesse. D'accord ? Oui, bien sûr, non, mais c'est très très clair, très très clair. Il y a une déperdition de création de richesse parce que l'épargne n'est pas suffisamment investie autrement que sur des comptes courants ou sur des livrets sans risque. Alors maintenant, on peut essayer de comprendre pourquoi finalement ces femmes n'investissent pas. Qu'est-ce qui les retient ? Là encore, on a beaucoup regardé donc les causes avec plusieurs études qui ont été faites et beaucoup de sondages qui ont été faits auprès de ces femmes. Finalement, elles ne s'intéressent pas, ou très peu aujourd'hui, à la planification financière. Alors là encore, il y a toute une raison qui est d'analyse sociologique du fait que finalement elle a une charge mentale propre à la femme, avec les charges familiales qui font que finalement elle ne se préoccupe pas de gérer cette planification financière. On peut dire que la gestion du quotidien l'emporte sur la projection et la capacité à se projeter sur des objectifs patrimoniaux futurs. Il y a un vrai enjeu de société là-dessus qu'on peut développer, mais ce n'est pas tellement encore le sujet aujourd'hui. Mais la raison principale aujourd'hui qui nous intéresse, c'est le fait qu'il y a un vrai fossé de confiance sur les investissements. Alors, et notamment par méconnaissance financière. Donc les femmes se sont finalement désengagées ou ne se sont pas du tout engagées sur l'aspect financier parce qu'elle a ce manque de confiance. Je ne comprends pas, donc j'y vais pas. Je ne comprends pas, donc j'y vais pas. Et j'ai aussi des mythes là-dessus qui ont créé des freins d'investissement. Donc on va en citer quand même quelques-uns parce qu'ils sont vraiment intéressants. Là, tout d'abord, la perception qu'il faut avoir un certain niveau de revenus ou de richesse disponible pour commencer à investir. Donc ça, c'est alors que les hommes, finalement, vont commencer à investir plus tôt, avec un petit peu d'argent, boursicoté. La deuxième, c'est la perception du risque. Qui est très intéressante puisqu'il y a une perception qu'investir est risqué, ce qui est vrai. Attention, investir est risqué. Tout rendement supérieur au rendement sans risque, oui, implique un risque pour l'investisseur. Mais
il est amplifié par une méconnaissance financière. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment pointer, décortiquer un petit peu. Il est amplifié par méconnaissance des mécanismes eux-mêmes, qui sont, il y en a deux principalement. D'une part, celui des intérêts composés, savoir que finalement, quand on investit, on va générer des intérêts, ces intérêts vont être réinvestis, qui vont eux-mêmes générer des intérêts, et qu'il va y avoir un effet boule de neige. Et à l'inverse, s'il y a une baisse de marché, les intérêts composés permettent de lisser et d'amortir le choc. Ouais. D'où l'intérêt de s'intéresser aux actions à dividendes notamment. Ouais. Et l'autre, donc les intérêts composés et l'inflation d'une part. L'inflation, les femmes, je ne vais pas généraliser non plus, mais, parce que ce n'est pas que les femmes d'ailleurs, mais ce manque d'investissement, alors qu'une inflation augmente, crée une baisse de pouvoir d'achat. Si aujourd'hui l'inflation elle est à 3 et que j'investis sur quelque chose qui est garanti à 2, je ne gagne pas 2, je perds 1. Sûr. Donc c'est deux concepts simples qu'il faut remettre en place. Est-ce que sur la question spécifique effectivement de cet écart patrimonial entre hommes et femmes, au-delà des caractéristiques sociologiques ou autres, est-ce que l'industrie de la gestion d'actifs a aussi, des questions à se poser par rapport à ça, Anne-Laure? Vous en sortez tout juste, donc j'ai très envie d'avoir votre avis là-dessus. J'en sors pas complètement. Oui, non, bien sûr. Mais c'est l'industrie de la gestion d'actifs, effectivement, a un rôle à jouer. On voit des initiatives, on ne peut que s'en réjouir, mais c'est vrai que les femmes ne se sentent pas finalement visées par cette industrie-là. Et pour cause, finalement, le segment marketing cible par défaut de la plupart des sociétés de gestion et des gestionnaires de patrimoine, c'est un homme de CSP+. Donc là, on voit quand même certaines initiatives, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était, je crois, JP Morgan qui avait fait, ou Fidelity qui avait fait cette étude, sur le fait que finalement, que 26% des femmes sont confiantes dans leurs connaissances financières. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et malheureusement, il faut vraiment faire ce travail en amont d'accompagner, d'aller vers la connaissance, plus de connaissances financières, pour justement aider ces femmes à prendre confiance et à gérer leur épargne. Mais il n'y a pas de raison, même encore une fois, avec toutes les caractéristiques. Moi, j'ai toujours en tête la grande phrase de Christine Lagarde. Si les Lehman Brothers avaient été les Lehman Sisters, il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé en 2010. Non, mais l'idée étant de dire qu'il y a aussi une approche d'investissement qui est différente en fonction du genre. Vous disiez, les hommes boursicotent avec 30 €, etc. Voilà. On aime bien le côté gambling, spéculation. Oui, c'est une manière d'entrer. Ce n'est pas sans doute la porte d'entrée que recherchent les femmes pour investir leur épargne. Non, il y a une perception du risque qui est complètement différente. Mais d'accord. Là, une vision de l'outcome aussi qui est différente. Mais ça ne justifie pas le fait que leur épargne soit moins bien placée ou moins bien rémunérée que celle des hommes. Ça ne justifie pas complètement. Il y a une part de ça, mais ça ne justifie pas complètement. Il faut mettre en place plusieurs initiatives. Moi, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et je travaille vraiment sur un projet actuellement justement pour permettre d'apporter des solutions concrètes aujourd'hui qui vont être d'une part la sensibilisation. C'est-à-dire il faut sensibiliser l'importance d'investir tôt, même un petit peu, et arriver à prendre un peu de risque, de faire comprendre cette prise de risque et donner des outils vraiment clairs en décortiquant chaque mythe, chaque frein et d'apporter vraiment ces réponses pour aider et accompagner ces personnes à construire ce patrimoine parce que c'est important. C'est pas simplement, c'est pas de l'artifice. On est sur c'est de l'autonomie. C'est de l'autonomie. C'est de l'autonomie. Et le risque diminue avec le temps, d'où la question des horizons de temps sur les marchés actions. Voilà. À un jour, c'est très très risqué, vous pouvez toujours perdre 20 ou 50%. À 15 ou 20 ans, l'investissement action est un des plus rentables. Et à 20 ans, le risque est éteint. Il y a beaucoup d'interrogations actuellement sur les valorisations des marchés. Est-ce que c'est intéressant d'investir maintenant ? C'est pas la question. La question, c'est est-ce qu'on prépare ou pas son investissement de long terme ? Il faut le préparer maintenant. Vous reviendrez nous parler des solutions
quand elles seront là, sur le marché, devant nous, Anne-Laure. Merci beaucoup, Anne-Laure Frischlander-Jacobson, consultante indépendante, et donc qui s'empare du sujet de l'éducation financière et de l'autonomie, notamment des femmes épargnantes et investisseurs. Merci d'avoir été avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.